ce 25e podcast donc sur WPCLI. Ce soir, nous avons une invitée. On a un invité qui est coincé au fin fond de la montagne. Sur un télésiège. Sur un télésiège. Donc, on se retrouve avec mes amis Jean-Claude. Thierry à l'antenne. Salut Thierry. Salut. Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Et notre unique invité, Kirsten Cassidy, qui va se présenter. Et puis, on va enchaîner. Voilà, à toi Kirsten. Cassidy qui va se présenter. Et puis, on va enchaîner. Voilà, à toi Kirsten. Bonjour, je savais pas, je dois me présenter. Ok. Oui. Donc, je suis développeuse WordPress. Et j'ai également participé à, je ne sais pas quel... Tu fais aussi pas mal de JavaScript maintenant. En ce moment, je fais pas mal de JavaScript. En fait, je me suis reconvertie en développeuse front. Donc, et puis, bon, pour explorer un petit peu l'autre côté des sites. Et donc, voilà, je faisais pas mal de WPCLI et c'est devenu un de mes sujets préférés. Donc, je présentais une conf là-dessus il y a quelques années déjà. Donc, voilà. Ok. On va revenir sur le sujet. Et avant, Mathieu, tu voulais faire une petite synthèse sur le WordCamp Europe de juin. Mathieu? Oui, oui. Calme ta joie. Oui, c'est un sujet qu'on a décidé d'aborder peut-être 30 secondes avant le départ du direct, donc je suis vachement préparé. Alors, on peut déjà remercier tous les membres de la Ouais. sauce et tous les bénévoles qui sont impliqués parce que sans eux, il n'y aurait pas eu tout cet événement et ils ont participé à cette réussite. C'était super bien organisé, donc voilà. Ouais, c'était très bien organisé, effectivement. C'était un bel événement. C'était super. Moi, je l'ai vécu d'une autre fenêtre, en fait, puisque j'étais dans l'équipe d'organisation pour notamment la partie du Contributors Day. Moi, je suis très fier et heureux qu'effectivement on ait pu avoir un tel événement sur Paris. Il y avait, je crois, 1900 personnes qui sont venues échanger au sujet de WordPress et je crois qu'on monte jusqu'à 3000 avec les live streams. Donc c'était génial. Et puis effectivement, Thierry a raison, il faut remercier tous les volontaires qui se sont investis pour que cet événement se passe bien. Ils sont venus des 4 coins du monde, comme les participants et comme les speakers. Donc moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'était toute la partie du doublage. En fait, les conférences étaient en anglais, mais tout le monde pouvait suivre parce que elles étaient tout de suite retranscrites en français. J'ai trouvé que ça marchait super bien cette partie-là. Et puis moi j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de conférences. J'ai vu celle de Adam, de Boone, de Mark Jekwit et bien entendu l'intervention de Matt Mullenweg sur Gutenberg notamment. Non, c'était vraiment vraiment bien. Et puis surtout que va enchaîner l'organisation, c'est peut-être pas encore à 100% validé, mais du WordCamp Paris qui devrait se dessiner. Donc, ouais, en fait, moi, c'est en cours de négociation. Ouais, je ne parle de choses que quand j'en suis sûr et certain. Bon, Donc, mais tu y travailles en tout cas. Ouais, effectivement, donc j'ai pris goût avec l'organisation du Contributors Day lors du WordCamp Europe à l'organisation d'événements et j'ai posé ma candidature pour organiser le prochain WordCamp à Paris. Mais bon, pour l'instant, rien n'est validé avec WordCamp Central. Donc j'ai un entretien prochainement à ce sujet-là pour qu'on regarde et qu'on étudie ma candidature et le projet
que je voudrais mener pour ce prochain événement. Bon, bientôt la suite alors. Ouais, j'en dirai plus au prochain Tout à fait. podcast. Un peu de teasing. Ouais. Et quand ça démarrera, j'aurai besoin de vous tous et toutes. Vous toutes et Bon, tous. sinon, il y a le WordCamp Marseille en septembre en attendant. Donc, Ah oui, il faut y aller. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde de la région parisienne qui allait, enfin de ceux que j'ai vus là. Donc ouais, ça va être un super événement en septembre. La mer, tout ça, c'est cool. Donc moi, je leur souhaite en tout cas beaucoup de réussite. J'ai pas vu, moi je pourrais pas y aller malheureusement, mais je suis de tout cœur avec eux. moi, j'y serai. Et WP CLI. Oui, WP CLI. Alors, ça veut dire quoi ça, WP CLI? Kirsten? Alors, en fait, c'est l'interface de ligne de commande pour WordPress. En fait, c'est un outil qu'on puisse utiliser de ligne de commande pour ne pas devoir passer par le navigateur pour faire des tâches que quotidiennement on fait dans WordPress. Alors, c'est un plugin qui s'installe dans WordPress ou tu peux expliquer un petit peu plus du coup en détail pour. Alors, donc, déjà, il faut installer sur sa machine. Donc, il y a des très bons docs, je trouve, sur WPCLI. Et il y a également des tutos par des masses en anglais et en français. Donc, il faut installer sur sa machine et ça permet d'utiliser des commandes pour accéder à la base de données de WordPress. Ouais, donc c'est un script côté serveur, du coup, c'est ça qui s'exécute côté serveur et qui permet d'interagir avec WordPress et ses fonctionnalités. Alors, à chaque mise à jour de WPSLI, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, mais Oui. on va voir un peu en détail toutes les fonctions. Mais en gros, voilà, ça s'installe sur le serveur ou de mémoire, il y a un fichier, je crois qu'on peut installer aussi un fichier phare. Oui, c'est un fichier phare et généralement on fait un alias là-dessus pour pouvoir utiliser des commandes de WP au lieu de WP.phare. Non, je dis pour appeler le phare directement. Alors, quand on parle de ligne de commande, on parle du terminal qu'on lance. Hein. Oui. Voilà, c'est pour garder tout le monde avec nous. En fait, c'est comme l'interface. Il y en a une pareille sur Microsoft, Microsoft, je pense, ça s'appelle commande, je crois d'ailleurs. Tu tapes CMD dans ton démarrage, je crois, et ça t'ouvre l'interface. C'est pas le plus sexy, hein, mais. C'est pas le plus sexy, c'est vrai, mais bon, en même temps, c'est c'est efficace. Et c'est vrai que l'interface est assez, on va dire, on va droit à l'essentiel. Hein. C'est un écran noir avec des lignes des caractères. Et donc, vous tapez vos commandes pour réaliser un certain nombre d'opérations. Comme on pourrait taper CD ou pour changer de répertoire ou LS pour lister le contenu d'un répertoire. Il y a des commandes spécifiques pour WP-CLI pour pouvoir exécuter un certain nombre d'opérations. J'imagine qu'il y en a pour l'installation d'extensions, il y en a pour l'installation de thèmes, etc. Mais je vous laisse, c'était juste pour faire cette petite parenthèse pour être sûr qu'on était tous, on parlait tous de la même chose. Et oui, tu as bien fait parce que aussi il faut préciser qu'il faut être sur le serveur, qu'il ne suffit pas d'ouvrir le terminal de sa propre machine et ça ne donne pas accès à la base de données de WordPress. Donc il faut être sur une machine virtuelle, sur le serveur de sa propre machine. Ça marche aussi sur le serveur, un serveur partagé online. Donc oui, ça c'est important de savoir parce que souvent on a l'habitude d'avoir plusieurs fenêtres de terminal ouvertes en même temps et d'utiliser celui qui est bien connecté au serveur. Sinon, ça ne va pas marcher. C'est assez paradoxal parce qu'on a essayé de se débarrasser pendant longtemps pour les personnes un peu moins développeurs, un peu moins
linuxien, en fait, c'est surtout sur Linux ou sur Mac qu'on a l'habitude d'utiliser les lignes de commande. Et là, du coup, ça revient un peu en force parce que ça permet quand même d'améliorer certaines tâches et de se faciliter la tâche, justement, parce qu'il y a des trucs un peu casse-pieds à faire ou pour installer des sites ou faire des modifications qui sont du coup assez simplifiées. Et il faut savoir, du coup, maintenant, quand même, la plupart des hébergeurs le proposent nativement, même sur du mutualisé. Donc, sur OVH ou même du one-and-one entrée de gamme, on a quand même WP CLI. Alors, c'est pas la dernière version, c'est toujours pas. On est sur les versions 1.0.0, mais c'est déjà, on peut déjà l'utiliser. Alors, comment savoir s'il est activé sur ton serveur, Ouais. Thierry? Tu tapes WPCLI-version. Ouais, WP espace version et il va te donner Donc il faut se connecter en terminal donc avec sur Mac avec le terminal ou sur moi j'utilise PowerShell sur Windows. On ouvre une commande SSH du coup, c'est-à-dire qu'il faut se connecter au serveur à distance. Donc là voilà, c'est vrai que c'est pas très user-friendly, Madame Michu, mais il faut déjà savoir se connecter en SSH sur son serveur. Donc ça suppose aussi d'avoir sur sa machine tous les packages qui permettent de faire ses commandes SSH ou autres. Mais une fois qu'on est connecté, après on peut déjà tester, voir si WPCLI est installé. Et puis après, on peut faire un certain nombre d'actions. Alors, c'est donc c'est un système qui permet d'administrer WordPress sans passer par un navigateur Internet. Le principal avantage, parce que bon là, tu nous présentes un système, enfin on vous présente un système qui est assez rébarbatif, un écran noir, des caractères blancs, pas d'interface graphique. Il y a quand même un vrai intérêt à utiliser, je pense, ce soft parce que ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches, des tâches que vous feriez, on va dire, manuellement, qui vous prendra un certain nombre de temps. Grâce à WPCLI, ça vous permet de gagner du temps et de faire un script, de lancer un script et qui va faire ces opérations-là une bonne fois pour toutes. Moi, je l'utilise pas WPCLI tant que ça. Je l'ai utilisé pour en fait tester la sollicitation d'une base de données en injectant énormément de données grâce à lui. En fait, pour BuddyPress, il fallait vérifier un certain nombre de choses avec les activités. Et j'avais créé, parce qu'il y a la possibilité dans WPCLI de créer des objets, de faire des boucles finalement, créer 10 000 activités, 10 000 posts, etc. Pour voir comment tenait la base de données et comment elle répondait. Voilà comment j'ai utilisé. Mais quels sont vos autres exemples d'utilisation? J'imagine l'installation de WordPress. Alors, juste avant, il faut préciser, c'est que comme on est dans le terminal, c'est-à-dire qu'on peut mixer un certain nombre de commandes qui ne sont pas uniquement des commandes WPCLI. C'est-à-dire qu'on peut faire une boucle avec un langage de programmation pour le terminal et à l'intérieur de la boucle, générer une commande WPCLI. Donc, tu as dû sûrement faire une commande WP post create avec la référence d'un post type ou autre. Enfin bon, il y a différents types de commandes. Mais voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut aussi lancer des commandes SQL, on peut lancer des commandes de zip ou de backup ou de choses comme ça, voilà, mais qui ne sont pas forcément des commandes de WPCLI. Mais on peut vraiment faire un mix dans un script de différentes fonctions, quoi. Oui, et aussi, pour ceux qui... moi, mon usage principal, c'est quand je travaille en entreprise où il y avait plusieurs environnements. Donc, il y avait un local, il y a aussi un pré-prod et un prod. Donc, en fait, tout ce on a l'habitude de faire à la main, au clic, on devait automatiser
toutes ces commandes-là. Donc, on ajoutait un post au lieu de le faire sur 3 environnements et de pouvoir le tester, on faisait en bash script. Donc, on avait un script qui déployait, déjà qui faisait un search et replace dans l'URL, etc., pour tout changer. Ce qui est un usage, c'est mon premier usage. J'ai pu remplacer comment ça s'appelle, WP, celui qui change de local. En fait, il synchronise le script entre le local et le prod. C'est un plugin qui est payant et donc de pouvoir automatiser exactement, ouais. MigrateDB Pro. Ouais. Et donc, ça permet de ne pas utiliser un plugin de ce genre, de pouvoir faire juste en script qu'on peut déployer autant qu'on veut et au clic avec des paramètres précis aux environnements. Et donc, tout ce qu'on avait besoin de faire sur les 3 environnements, on faisait au déploiement. Donc, un script qui se lançait avec Capistrano, avec Jenkins, que chaque fois on faisait un déploiement et tout se passait automatiquement. Alors, le truc qui est intéressant avec le Search and Replace, justement, c'est qu'on utilise tous donc soit des plugins, soit des scripts. Il y a DBSR, Search and Replace de Interconnected. Enfin, il y en a plusieurs. Et c'est WP CLI. Il y a juste à lancer une commande WP Search Replace, l'ancien nom de domaine, le nouveau. On fait un export et hop, on donne un nom de fichier. On a directement le fichier SQL nettoyé, quoi. Alors, après, Interconnected ajoute il y a 2 modes. Tu as le live et le preview. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Là, tu peux aussi jouer le dry, en fait. Tu n'es pas obligé de lancer le live. Ah, d'accord. Okay. Ouais. Il peut te jouer le scénario. Juste parce que là, on a échangé des termes, des noms de sandwich, Capistrano, Jenkins et tout ça. Est-ce qu'on pourrait présenter rapidement ces outils? Parce que bon, là, on est parti sur des termes un peu... Bon, il faut inviter les personnes à regarder notre podcast sur le déploiement continu. Ouais, voilà. Donc, mais bon, pour c'est les vacances, hein. Oui, mais justement, raison de plus. Bon, alors Capistrano, Parmesan et Jenkins, tu peux nous dire, Kirsten, ce que c'est? Donc Jenkins, c'est un outil qui permet de lancer les scripts avec une interface où on lance des scripts automatiques sur les environnements de serveurs. C'est un peu l'interface. Après, là-dessus, Capistrano, c'est écrit en Ruby, mais ça permet on peut y inclure un script bash qui est lu automatiquement. J'ai du mal à expliquer ça en français en plus. Mais donc, je pense que quelqu'un peut peut-être mieux expliquer Capistrano pour moi que moi, mais... Bon, en fait, en résumé, on va dire que ce sont des outils qui permettent de faire du déploiement continu d'un environnement dans un autre et de transporter son site, sa base, sa configuration et de cloner comme ça à la volée, en fait, et de déployer des sites. Ça c'est bien résumé, non? Parce que c'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est l'import massif des données. Et alors, pour ceux qui seraient moins ligne de commande, est-ce qu'il existe des solutions qui seraient intermédiaires ou plus faciles? Ah oui, il y a un plugin. À partir d'un fichier type CSV. Il y a un plugin, je ne vais pas réussir à retrouver le nom, mais qui permet de faire de l'import, de la génération de contenu dans WordPress. On remettra le lien, ça m'échappe, mais en gros,
tu lui définis le nombre d'éléments que tu veux, tu lui définis quel type d'éléments tu veux. Si c'est un post, une page ou un custom post type, tu peux automatiquement aller charger des images pour les mettre en image à la une. Tu peux créer des taxonomies à la volée, les affecter avec un random aussi pour dire voilà, tu affectes de manière aléatoire tes catégories. Enfin, voilà, il y a des choses, il y a des plugins en fait qui font ça, quoi. Moi, je crois le gros intérêt, enfin moi, par exemple, le WP-CLI, je l'utilise vraiment pour créer en fait un site à la demande, soit en local, soit sur un serveur distant, mais j'ai automatiquement tout mon environnement en fait. Donc on pourrait dire oui, mais tu peux très bien faire l'installation, zipper ça et le déployer. Là, l'avantage c'est que je suis sûr en permanence d'avoir les dernières versions de tous mes scripts. Voilà, donc c'est récupérer WordPress en français, c'est donc l'installer avec les fichiers de configuration, mettre dans le VP config mes commandes ou mes define que j'utilise en permanence, c'est créer des utilisateurs s'il y a besoin, créer des pages types, supprimer les pages de par défaut. Par exemple, on a toujours des pages, la page d'exemple, l'article, le commentaire de base, voilà. Donc c'est supprimer ça, supprimer le hello.php, les extensions qui servent à rien ou à qui se mettre si on n'en a pas besoin, installer celles dont on a besoin, se connecter sur un GitHub ou un Bitbucket pour récupérer son thème ou son plugin. Enfin voilà, il y a plein de choses, hein. C'est vraiment sans limite, quoi. Et après, pourquoi pas donc générer du contenu. Donc, générer du contenu, c'est générer les pages types. Il y a toujours une page d'accueil, une page actualité, une page mention légale, une page plan de site, une page contact. On va dire, voilà, finalement, et une fois qu'on est là, on peut dire, bah, tiens, comme ces pages, je les crée, que je connais leurs ID, puisque je maîtrise un peu l'ordre de création, je peux aussi créer mes menus et affecter directement ces pages-là dans mon menu haut, menu bas. Et puis, enfin voilà, on peut, et en 5 minutes, le site on a un site Voilà. sur mesure qui est déployé, quoi. C'est ça l'intérêt, c'est le gain de temps, effectivement. C'est une opération assez répétitive que tu étais obligé de faire jusqu'à présent. Grâce à ce système-là, une fois que tu as bien paramétré ton script de création de modèle de site, dans ton cas, Thierry, bah, tu as juste à jouer ce script et puis voilà, tu n'as plus rien d'autre à faire. Le site est prêt, le client est content et ça s'est fait en 5 minutes, quoi. Oh, peut-être pas jusqu'au client, mais disons que ceci dit, je pense que certains hébergeurs utilisent ce genre de techno-là pour faire leur déploiement de site, les installations WordPress en un clic, ça passe là-dessus, hein. Donc il y a d'autres softs sur ces panels là, comme Softac-Copoulos ou je sais pas quoi là, qui permet de faire du déploiement de différents CMS, mais là, l'avantage, c'est que ça permet vraiment de faire sa propre configuration, de faire ses configurations de permalien, par exemple. Donc, on peut dire, voilà, je veux mes permaliens sous format postname ou je sais pas quoi. Ça permet d'installer ces plugins, comme je disais, par défaut, euh, de créer des contenus, par exemple, pour la page actualité. On va dire, bah, tiens, on veut créer, je sais pas, une cinquantaine d'articles virtuels comme ça pour voir un peu comment va se comporter le thème qu'on va utiliser ou autre. Ça peut être tout à l'heure je disais on peut lancer des lignes de commande purement Linux, hein, pourquoi pas supprimer le fichier readme ou licence.txt qui sont à la racine. Enfin, il y a plein d'utilisations. Activer des thèmes. Ce qu'il faut voir, il y a vraiment un ensemble tout ce qu'on fait par l'administration, on peut le faire quasiment par WP-CLI, et voire même maintenant, Yoast SEO ou certaines grosses extensions intègrent en fait des commandes. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec ces extensions-là pour faire un certain nombre de choses. Oui, c'est ça. Le premier, je me rappelle, j'avais fait ça, des commandes WP-CLI, effectivement, pour générer ces activités. C'est effectivement un des avantages, c'est pour les extensions, de proposer des services pour réaliser un certain nombre de tâches qui sont normalement assez répétitives.
En fait, par rapport à WP CLI, moi j'avais surtout une utilisation locale de l'outil. Toi, tu décris surtout une utilisation finalement en live de l'outil, quoi. Tu produis le site. Et Kirsten, tout à l'heure, elle avait parlé de différents environnements. Donc, en fait, c'est un outil qui peut servir dans tous les cas pour se simplifier la tâche. Est-ce que ça résume bien le truc? Ah ouais, carrément. Ouais. Oui, et je dirais aussi que c'est pas un outil pour tout le monde. On n'a pas besoin de WP SLI pour faire du WordPress. C'est vraiment pour des gens qui souhaitent avoir de l'automatisation, qui sont à l'aise avec la ligne de commande et qui souhaitent faire les tâches plus rapidement qu'ils auraient pu faire avec le navigateur. Mais en même temps, les lignes de commande, moi, si je me souviens bien, elles n'étaient pas non plus hyper complexes, quoi. C'était, je sais plus, WP plugin avec le nom du plugin pour l'installer. Enfin bon, c'était des choses comme ça. C'est pas non plus, je veux dire, un programme en Fortran, quoi. Ça reste. Non, mais je pense que pour beaucoup de personnes, ça reste de la ligne de commande et donc du coup, ça fait un peu peur parce qu'il faut taper des trucs dans un terminal. Donc c'est ça qui fait un peu peur. Après, une fois qu'on a passé cette appréhension-là, finalement, on s'y fait vite, quoi. Sachant que, tu vois, par exemple, j'ai eu le cas la dernière fois, installer un WordPress multisite. Faire ça à la main, c'est un peu chiant parce que il faut installer son WordPress, il faut après il y a un certain nombre d'actions à faire, modifier son VP config, il y a des trucs à mettre dans le htaccess. Là on lance une ligne de commande puis c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme disait Kirsten, l'automatisation des tâches. C'est pas fait effectivement pour, par exemple, ceux qui vont écrire des articles. Hein, ils vont pas utiliser WPCLI pour écrire les articles, ils vont utiliser le navigateur, peut-être Gutenberg, mais c'est plus pour, on va dire, l'administrateur du site, l'administrateur, le développeur du site. Écrire des articles, je dirais pourquoi pas en fait, hein. Tu peux très bien avoir un script sur ton serveur qui aille consommer dans un dossier des fichiers XML ou des fichiers je sais pas quoi, et qui irait parser ces fichiers-là et qui ferait des actions WordPress, quoi. Donc plutôt que de développer ça en full PHP, tu feras un script serveur et donc du coup tu exploiterais à 100% les performances de ton serveur, les capacités de ton serveur, plutôt que de passer par du PHP et des problématiques de timeout ou autre que tu pourras avoir, quoi. Oui, et puis, oui, mais... il a dit, Mathieu, on peut aussi mixer, on peut avoir un fichier XML qui est utilisé par WPCLI pour alimenter tout le site. Donc, c'est pas, on peut utiliser plein d'outils, tout ce qui passe par la ligne de commande, on peut utiliser. Il y a des choses qui sont très compliquées à faire, parce que finalement, c'est plus facile de faire par le navigateur que le temps de faire le script et ça devient beaucoup plus complexe et ça prend beaucoup plus de temps que de faire directement sur un navigateur. Je pensais à un exemple, par exemple, retailler une image, c'est typiquement le truc qu'on va pas faire en WPCLI, j'imagine. Oui, mais régénérer les thumbnails, par exemple, si. Ouais. Je pense que si on peut aussi faire ses propres scripts WPCLI et c'est quand on fait quelque chose de façon très répétitive qu'on a le besoin peut-être de faire ça en WPCLI. Là, on peut créer son propre script. Ça a une idée pour décrire le truc, ça me fait penser un peu à ce qu'on faisait dans le monde Microsoft. Il y a un système de macros, en gros. Tu enregistres une suite d'opérations, tu l'enregistres dans une macro et quand tu appelles cette macro, il va faire cette suite d'opérations. Ça me fait penser un peu à
à ça en fait WP CLI. C'est en gros un gestionnaire de macros pour WordPress, pour installer, pour mettre à jour peut-être. Ah, t'as une idée de plugin là? Non, non, je parlais de WP CLI. Non, mais on pourrait très bien imaginer qu'on lance un enregistreur dans WordPress qui enregistre les tâches et qui transforme ça en script. Ah oui, non, oui, effectivement, ça va pas jusque-là, non, mais je veux dire, c'est dans l'idée de regrouper un certain nombre d'opérations qui sont répétitives. Je pensais pas effectivement forcément à l'aspect graphique de la macro, mais plus à l'enchaînement des tâches plus que l'aspect graphique. Non, mais personne n'a raison. Enfin, en fait, dès qu'on a une tâche qui est amenée à être répétée plus de 2-3 fois, on peut dire qu'à un moment donné, voilà. Après, c'est toujours une sorte d'énergie dépensée. Donc, est-ce que l'énergie dépensée pour faire le script par rapport au temps gagné, c'est la question à se poser. Mais on veut dire que voilà, dès que c'est quelque chose qui peut être amené à être réutilisé régulièrement, par exemple, tu vois, enfin, un truc bête, mais des fois, tu as besoin d'écraser ton site et de le recommencer, quoi. Je sais pas, tu étais en phase de développement et puis bon, ben, t'as bidouillé ta base, machin, enfin ça devient un peu crade. Bon, ben, tu peux relancer ton script et ça reset tout et tu refais tous tes imports, tous tes trucs propres. Tu peux et après recrader ta base ou aller refaire un plugin, je sais pas, qui tournerait pas bien ou mais bon, voilà, tu peux avoir un état zéro et revenir à un état zéro, quoi. Et puis les images, par exemple, voilà, la régénération d'images, bon, on a tous installé Regeneration Mail ou d'autres extensions dans ce genre-là. Là, tu peux lancer une ligne de commande, tu peux aller cibler des ID bien précis d'images, tu peux aller... Enfin voilà, il y a un certain nombre de commandes. Donc il y a l'aspect installation, mise à jour, et il y a l'aspect maintenance aussi. Donc des opérations de maintenance qui sont chiantes à faire à la main. Grâce à WP CLI, tu vas pouvoir les automatiser quelque part. Oui, tu vas pouvoir, pour les images, par exemple, tu vas pouvoir les régénérer. Demain, tu changes de thème ou tu changes, tu rajoutes un nouveau format d'image. Voilà, ça peut être ça. Tu peux faire des imports aussi. Enfin, tu as différentes. Tu peux attacher tes imports à des ID de poste. Enfin, tu peux faire. Il y a un certain nombre d'actions. Voilà, donc, et puis pour la maintenance, ça peut être intéressant aussi de te créer ton script qui va faire un mélange de commandes serveur et de commandes CLI en fait enfin WP CLI pour récupérer un package, un dump complet de ton site ou faire un staging à la main. Enfin, tu peux bricoler des choses, quoi. Tu peux utiliser le cron de la machine pour te faire des sauvegardes régulières de ta base de données, par exemple, j'imagine. Par exemple. Très facilement. On peut faire un backup vraiment très facilement et sans outils externes. Et ça sauvegarde dans la racine de son projet. C'est cool ça. Et puis avec une seule commande, on peut réinitialiser la même base de données qu'on a fait en backup. Alors, le backup, il est intéressant si on peut le déporter aussi, parce que si le backup, tu le fais sur la même machine et que la machine, elle plante, tu n'y accèdes plus à la machine. Donc, est-ce que c'est possible de déporter le backup avec WP CLI, de contacter un autre serveur en fait? On parle d'un backup de son SQL, par contre. Oui, bien sûr, oui. On peut le sauvegarder où on veut. Après, ça reste de la commande serveur. Donc là, on sort un peu du cadre CLI et CLI va pouvoir faire des actions propres à WordPress. Par exemple, l'histoire du cherche and replace, c'est dire voilà, on exporte la base de données avec un nom de domaine de pré-prod, par exemple. Donc on va lancer la commande sur la prod et puis on est sûr de récupérer la base de la prod pour la coller sur la pré-prod avec toutes les bonnes URL qui vont bien. Et puis ça, après, on peut, avec une commande SSH, aller le pousser sur un autre serveur et aller réexciter un autre script sur l'autre serveur. Et ce script-là va faire l'import dans la base. Enfin, voilà. On peut pas aller chercher les ID les nouveaux ID qui ont bougé, aller chercher les médias rattachés. Enfin, il y a plusieurs. Mais il y a vraiment, il y a une commande spécifique pour ça en fait, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on faisait des meet-up, il y avait une question assez régulière qui revenait. Chaque fois qu'on fait des meet-up, il y a une question assez régulière qui revient. C'est ah ouais, comment je fais pour migrer mon site, nanani, nanana. Ça, c'est vraiment une préoccupation assez présente chez
c'est des personnes qui travaillent en freelance, par exemple, qui doivent déployer des sites pour leurs clients. Et donc, dans WP CLI, c'est juste une commande, quoi, avec, je mets le nom de l'ancien domaine et je mets le nom du nouveau domaine, quoi. Et ça va tout changer dans la base de données. Parce que, pour moi, c'est pas forcément très WordPress. Enfin, je veux dire, ça ne correspond pas à des fonctions WordPress, cette opération-là. C'est juste un search and replace que tu pourrais faire, enfin, un rechercher, remplacer, que tu pourrais faire avec n'importe quel éditeur de texte, quoi. Je veux dire, c'est pas... Alors, l'éditeur de texte, non, parce qu'après, tu as des données sérialisées, ça marchera quand même, mais tu risques de péter des choses. Quand tu utilises des trucs comme Visual Composer ou des choses comme ça, tu as des données échappées, tu sais, les HTTP, les slash, anti-slash, là, qui sont échappés. Voilà, ça peut être un peu crade, quoi. Donc, mais tu peux lancer un WP Search and Replace avec une commande dry run pour jouer virtuellement, pourquoi pas, si tu veux changer directement sur ta base. Mais sinon, tu peux faire un export et hop, le sortir dans un fichier. Voilà. Mais par contre, voilà, lui, ce qu'il va te faire, c'est pour les migrations. Tu as cette commande Search and Replace qui peut être intéressant parce qu'elle va te sortir cette commande-là dans un fichier, elle ne va pas altérer ta base. Par contre, tu n'as pas de commande de mémoire WP-CLI qui va te faire un backup de ton site. D'accord. Derrière, il faudra que tu lances une commande Linux SSH pour le faire, quoi. D'accord. Oui, en fait, Sauf si Kirsten en connaît une, mais... c'est un petit peu, on peut utiliser comme PHPMyAdmin, par exemple, tout ce qui touche à la base de données. On peut le faire aussi... c'est assez simple à faire avec WP CLI. Tu peux faire un truncate, par exemple, tout à l'heure quand je parlais de vider les pages, tu sais, quand on t'installe un script, enfin tu installes WordPress vierge, donc une installation neuve, tu as des commentaires, tu as des articles, tu as des pages, tu as des taxonomies, enfin tout ça, tu dis bon ben ça j'en veux pas, moi je veux vraiment récupérer un truc vierge, un site WordPress vierge pour moi c'est la table d'options, c'est la table des users et puis c'est tout en fait. Tu peux faire un truncate, une commande MySQL en fait qui va vider ces pages-là et en plus va te régénérer les clés d'incrémentation à 1. Alors, ça, on va dire, c'est le mec psychorigide qui veut que tout commence à 1. mais tu veux dire que voilà, tu récupères finalement une base de données vierge, voilà, propre. Et ça, c'est une commande MySQL, c'est pas une commande WP-CLI. D'accord. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux mixer effectivement des commandes classiques avec des commandes de WP CLI et donc te créer. Alors, un truc, donc tu peux créer un script SH par exemple qui va contenir tout ton enchaînement d'actions. Par exemple, je vais faire un search and replace, je vais installer la base de données, je vais installer tel plugin, et donc ça correspond pour toi à juste, je sais pas moi, ouvrir, exécuter ce shell, et ça fonctionne aussi. Tu peux réunir les commandes dans un shell, c'est ça que je veux dire. Oui, en fait, c'est ça ce que je parlais aussi avec Capistrano et Jenkins. En fait, c'était plusieurs commandes. C'était tout un script shell qui était une commande après l'autre, qui faisait plein de trucs en même temps. Donc, des choses qu'on avait besoin de faire systématiquement sur tous les environnements, on pourrait faire avec un seul fichier. Qu'on n'avait pas besoin de regarder à chaque fois, se souvenir, ah oui, celui-là, il faut que je fasse ça. C'est tout écrit et n'importe qui pourrait le lancer. Eh ben, dans une ancienne vie, ça m'aurait bien servi en fait, parce que je crois que ça existe depuis quand, WP CLI, parce que moi, quand j'avais besoin de ce genre de choses, c'était en 2010. Ça existait déjà en 2010, ce WP CLI? Ouais, je crois que ça a 4-5 ans en tout cas. Alors, par contre, pour revenir... Ouais, vas-y. Au moins 3 ans. D'accord. Ouais. Maxime en avait parlé au VP Tech. Le VP Tech, c'était il y a 3 ans, le tout premier. Donc voilà, ça a bien 3-4 ans, quoi. Alors par contre, ce qui est intéressant de préciser,
C'est que c'était un projet autonome à la base, puis un peu marginal, en fait, on va dire un peu à l'écart de la communauté ou autre. Et les développeurs qui sont derrière cette solution-là commençaient, enfin, de mémoire, à s'essouffler un peu. Enfin, ils avaient du mal à maintenir le projet. Enfin, et le projet était un peu en souffrance. Et ça a été repris quand même par la communauté et par du coup la fondation WordPress. Donc maintenant, c'est intégré, c'est géré, c'est sous je sais plus le terme, umbrella, ou je sais plus comment quel est le terme exact, mais en gros, il est Ouais. chapeauté par la communauté et maintenant, sa pérennité est assurée, en fait. Et donc, du Ouais. coup, ça ne peut qu'encourager les hébergeurs ou toutes les personnes qui proposent des solutions autour de WordPress à l'intégrer et à le mettre à jour régulièrement, quoi. Et d'ailleurs, il y a une équipe de contribution sur le MEC. Et d'ailleurs, lors du Contributors Day, il y avait une table de contribution pour CLI, pour enrichir ou corriger des bugs, j'imagine. Donc Je pense que c'est le projet WP CLI RESTful. D'accord. Qui est Ah oui, intéressant. Oui. D'accord. Là, tu peux nous en dire un peu plus, du coup? pas beaucoup. Alors, nous met l'eau à la bouche et puis. C'était un Kickstarter qui avait commencé avec en même temps que l'API. Alors, Kickstarter pour ceux qui sont de la part de Daniel Buchanan. Ouais. Oui, super, Kirsten, mais Kickstarter en français, ça donnerait quoi? Ah, financement participatif. Voilà. Oui, d'accord. J'ai toujours dit Kickstarter. Oui, non, très bien, mais c'est juste que. Je savais pas qu'il y avait. Il y a quelques Français qui nous écoutent, c'est pour ça. Désolée. Vas-y, excuse-moi, continue. Oui, alors, c'était en même temps que ou juste après le projet de l'API, l'API REST. Ouais. Et je pense que le but, c'était de relier les deux pour faire en sorte que les commandes WP CLI marchent plus rapidement. Alors, je vais peut-être tricher et regarder sur site, pour ne pas dire des bêtises, parce que alors WP CLI. Alors, en tout cas, maintenant, toute la documentation est sur developer.wordpress.org. Hein, donc, maintenant, voilà, tout a été rapatrié quand même. Et il y a aussi une version française de wpcli.org. Je viens de découvrir. Donc, il y a même la documentation en français. Génial. C'est peut-être. On mettra de toute façon dans le compte rendu, on mettra tous les liens. Grégoire? Oui. Et donc, en fait, c'est un petit peu moins complet en français que celui en anglais. Donc, pour ceux qui sont intéressés par voir en français et qui comprennent bien le sujet, c'est l'occasion. Mais il y a aussi une explication de RESTful WP CLI, qui est malheureusement en anglais. Oui. Et je suis pas aussi bien que ça en traduction que je puisse traduire ça en live. Mais voilà. D'accord. Donc il y a, écoute, je jeterai un coup d'œil à tête reposée. Diff, tu peux faire des diffs avec WP-CLI? Comme en Git. DI2F, diff. Oui, on peut faire c'est-à-dire on peut faire il y a une commande qui fait un checksum. Ouais. Un WordPress clean. Ouais. Et son propre WordPress pour vérifier que c'est bien ça. D'accord. Après, pour un diff, comme on fait en Git, je pense pas. Ouais. Non, mais je voyais sur la documentation RESTful, il parle de diff, donc je voulais savoir à quoi ça correspond. Oui. Est-ce que c'est, en gros, je fais une sauvegarde
de ce qui a changé en une semaine. Enfin, parce que je vois pas le diff effectivement. Et qu'est-ce qui a changé dans le code? Effectivement, ça peut être une autre façon, enfin une autre signification. Oui, ça peut être génial, oui, de pouvoir faire ça. Ouais. Bah, après, si ça reste du fichier, du serveur, tu peux faire une synchronisation, enfin, ou juste sur les fichiers qui ont changé. Donc, tu as des commandes SSH qui permettent de faire ça directement. Ah d'accord, ok. C'est bien que ça passe en une commande, de pouvoir faire juste regarder vite fait. Oui, je vois edit, generate and diff. Ouais. Ouais, c'est ça qui m'avait fait un peu. Ok. Donc ils vont faire des choses avec la REST API. Voilà. Donc voilà, il y a Kickstarter backed. Oui, un projet. Oui, alors qui est d'ailleurs, je crois, je ne sais pas si quelqu'un peut expliquer un Kickstarter pour ceux qui savent pas ce que c'est. Mais apparemment, en fait, je fais partie de ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ah oui, d'accord. Bah, en fait, c'est un appel à projet. Enfin, c'est un projet qui est encore au stade un peu embryonnaire, on va dire, mais qui a besoin de fonds pour se concrétiser. Et donc, du coup, c'est un appel à financement. En gros, Voilà, donc en fait, c'est un site qui fait un appel où on peut demander à la communauté de payer. Ah, la vache, non, c'est vachement bien son truc. Je viens de lire le descriptif là. En fait, tous les endpoints natifs de WordPress et tous les endpoints qui peuvent être déclarés par les extensions et les thèmes seront automatiquement utilisables en tant que commande WP-CLI. C'est ça son projet, Oui, de ce que je comprends. Et ça, effectivement, je vois tout l'intérêt. D'accord. C'est vachement bien. Donc ça décuple le nombre de commandes, j'imagine, et du coup, pour créer tel ou tel post type, il suffit de connaître le endpoint, quoi. Voilà. Oui, puis en plus, ça veut dire que si demain, ce package en fait, est généralisé sur l'ensemble des serveurs, et qu'on va dire qu'on n'est plus sur on est sur du Apache, MySQL, et puis il y a VP CLI qui est installé en permanence. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que des opérations se fassent en fait au niveau du cœur de WordPress ou des extensions pour utiliser ces commandes-là pour faire un certain nombre d'actions. Et je pense que j'ai pas analysé le code, mais je pense que certaines solutions de backup, à mon avis, doivent tester si le package existe, si on peut exécuter des commandes, si c'est pas verrouillé au niveau des aspects de sécurité au niveau du serveur. Je pense que ça m'étonnerait pas qu'ils utilisent d'abord en priorité ces fonctions-là si elles sont disponibles, avant de passer par un truc de bourrin en PHP qui va tourner pendant 2 heures, quoi. WordPress, ils font des mises à jour automatiques de WordPress. Ils pourraient avoir un dispositif un peu plus, un peu différent grâce à WP CLI qui vérifierait que l'upgrade s'est bien passé et éventuellement, si c'était mal passé, reviendrait dans l'état antérieur du site, quoi. Il pourrait avoir des systèmes comme ça. Ouais, parce que là, tu es sur une. Bah, après, il faut que la commande elle puisse s'exécuter. Ouais, donc, c'est ça. c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un watcher au niveau du serveur qui tourne et qui soit pas dans WordPress. Parce que sinon, WordPress est pété, il va pas pouvoir lancer des choses. Donc, oui, c'est vrai. Mais en soi, oui, ça pourrait être envisageable, quoi. Pretty nice. Donc après, voilà. Donc, le truc intéressant aussi, c'est de pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, c'est se connecter à ses propres dépôts. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir ses propres thèmes, plugins, scripts. Moi, j'ai des scripts MU plugins ou des choses comme ça. Et on va se connecter sur son serveur et puis les récupérer. Donc, des dépôts publics ou des dépôts privés. Donc, on peut aussi aller attaquer des plugins qui sont pas sur le repos officiel. Enfin, voilà. Donc, ça. Oui, on peut relier avec quelque chose qui est sur GitHub ou Bitbucket, par exemple. Donc, oui. Ouais, d'accord.
Ouais, c'est assez complet pour administrer, enfin installer, administrer, maintenir son site. Par contre, en tant que moi créateur d'extension, je l'ai utilisé, je vous dis, une ou deux fois pour automatiser la création d'activités, et j'en vois pas trop l'intérêt, moins en tout cas que ce que moi j'utilise plus, c'est Grunt par exemple. Mais WPCLI, je vois moins d'intérêt pour le créateur d'extension ou le créateur de thème en fait. Qu'est-ce que ça Oui. pourrait être? Oui, je dirais, déjà, si c'est juste pour faire des scripts sur la ligne de commande, on peut les faire en PHP. On n'a pas besoin de faire en sorte qu'ils sont utilisables par WPCLI. Par contre, si on a une extension qui est utilisée par beaucoup de personnes qui devraient maintenir leur site, c'est une commande qu'il faut passer pour faire X sur l'extension, et que les utilisateurs auront besoin d'automatiser, c'est utile de faire en sorte que ça soit fait par commande WPCLI. D'accord. Et on peut faire ses propres commandes en utilisant, en donnant un nom, c'est tout un pattern à faire, mais essentiellement ce sont des scripts PHP avec des alias d'OEP. Donc, et il y a pas mal de documentation pour des créateurs d'extensions qui veulent faire en sorte que on peut faire des commandes WPCLI. Je pense Yoast en a. Quelqu'un d'autre pourrait peut-être me donner des exemples de. J'imagine que WooCommerce, ouais, voilà, c'est ce à quoi je pensais. Ouais. Que je n'utilise pas personnellement parce que j'ai pas forcément les besoins de ce genre, mais je vois surtout pour quelqu'un qui s'en sert pour maintenir un site, ça peut être très utile. D'accord. Ça peut être utile aussi pour faire des adoptions, en fait. Tu peux aller dans ta base de données, inscrire des options. Donc, tu peux avoir, si tu sais finalement quelle clé injecter dans ta base, tu peux dire, par exemple, la page que tu définis comme étant la page d'accueil ou comme la page d'actualité. Une fois que tu as créé ces pages-là, tu as leur ID. Tu peux aller après faire une mise à jour des options pour dire, voilà, maintenant je définis telle page comme étant la page d'accueil et telle page comme étant la page d'actualité. Tu peux aller changer, par exemple, la description du site. Site propulsé par WordPress, ou je sais plus comment c'est la description de base. Donc ça, tu peux aller le modifier aussi. Tu peux aller inscrire tes clés de licence, par exemple. Alors, ACF, c'est un peu le bordel parce qu'il encrypte la clé avec l'adresse IP, ou je sais pas, il y a un truc ou la référence du script, enfin je sais pas, il y a tout un pataquès, donc c'est un peu le bordel. Mais par exemple, Gravity Form, voilà, tu as juste une commande à lancer et hop, tu as inséré ta clé Gravity Form dans ta base de données. Donc, tu vois, tu n'as même pas renseigné ta clé dans l'admin. Tu pourras directement faire tes mises à jour. Voilà, ça sera tout automatisé, quoi. Ouais, enfin, ça va peut-être plus vite de le faire dans l'admin, non? Oui, alors c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. L'avantage, si on doit faire quelque chose une fois, c'est plus simple de faire par l'admin. Oui, d'accord. Si on doit le faire 10 fois, c'est mieux de faire par WPC. D'accord. Si c'est quelque chose qu'on doit faire quotidiennement, la répétition fait que c'est plus intéressant par WPCLI. Ouais, parce que moi, je m'imaginais de le faire une seule fois. Effectivement, je me dis, mais putain, on se fait chier à taper une commande, alors que dans l'admin, ça va quand même assez vite, quoi. Et... Non, mais c'est dans ton script. De chercher dans la documentation, de savoir comment le faire, ça vaut pas le coup. Mais imaginons que tu as 100 sites à modifier, à mettre à jour la licence pour 100 sites, tu tapes la commande et là, les 100 sites sont d'un coup prêts, quoi. C'est vraiment ça la puissance du truc.
une ancienne base de données et tu sais, pour le mettre à jour, tu dois faire 10 manipulations. Ouais, c'est ça. Tu peux automatiser les 10 manipulations de façon que tu puisses le faire chaque fois. Admettons que, je sais pas, tu as une activité qui fasse de la maintenance de site, par exemple, et tu as plusieurs centaines de sites à maintenir. Tu peux très bien imaginer d'avoir l'ensemble de tes clients dans une base de données et puis d'avoir des scripts qui tournent et qui vont faire un certain nombre d'actions sur ces bases distantes parce que tu as mis les différentes informations pour te connecter en SSH, récupérer des infos, aller checker certaines choses par rapport à la sécurité, faire des checksums ou autres, vérifier l'intégrité des fichiers. Enfin, voilà. Et ça, finalement, tu peux avoir un truc qui tourne en tâche de fond avec des warnings qui te remontent que si à un moment donné il y a un bug ou un truc qui va pas. Et tu as un système complètement autonome, quoi. D'accord. Est-ce que ça peut être utilisé dans des problématiques liées à la sécurité, par exemple, parce que ce que tu disais me fait penser à la possibilité d'identifier des incidents ou peut-être des tentatives d'intrusion ou ce genre de choses. Est-ce que ça permet d'identifier des trucs ou de corriger éventuellement des trucs? Corriger, oui, puisque tu peux revenir en arrière, j'imagine. Oui, c'est plus pour pouvoir aller en arrière. Après, pour tout ce qui est, je dirais, comme ça, je dirais pas que c'est un outil qui est, oui, on peut faire en cron, on peut faire un checkpoint, par exemple, pour vérifier que les fichiers ne changent jamais. Je pense que oui, dans mon usage, non, j'ai pas fait, mais ça peut avoir des avantages si c'est fait dans un cron, par exemple. Bah, tu vas pas pouvoir avoir d'action préventive forcément. C'est-à-dire que c'est pas WP-Click qui va te dire attention, il y a un problème. Puis ça, j'allais me dire, ça relève plus éventuellement de l'hébergeur, ou en tout cas, ce que tu peux avoir, toi, c'est un script enfin, si tu connais l'architecture de ton site, tu peux lancer une commande de type VP plugin list, par exemple. Donc, WP-Click va te renvoyer un fichier JSON avec la liste de tous les plugins qui sont installés. Ça, éventuellement, tu peux le mettre en cache sur un de tes serveurs ou un truc comme ça. Et tu peux dire, voilà, pour chaque site, tu as une carte d'identité, un peu une map de ce qui est installé dessus. Et si jamais il y a un souci, comme tu as toutes ces infos-là, tu peux faire un plugin, un VP plugin install. Donc tu peux supprimer les plugins éventuellement qui sont installés sur le serveur, c'est-à-dire garder que la data importante qui sont le robot.txt, le hashtag access, le VP config et WP content upload et le thème, pourquoi pas. Et tout le reste, tu dis au revoir et on réinstalle, quoi. D'accord. Et tu peux avoir via ce script-là récupérer via les options la langue qui a été utilisée sur le site, donc refaire l'install dans la bonne langue, récupérer la dernière version de WordPress, réinstaller tous les plugins, les thèmes éventuellement si c'est des thèmes grand public, mais bon, ça n'existe plus trop. Mais, et du coup, t'as pas besoin une fois que tu as ton... je pensais à ça là, une fois que tu as ton WP CLI installé sur ton serveur, etc., t'as pas besoin, comme dans l'interface depuis le navigateur, de t'authentifier. Finalement, les commandes, elles se font sans être, entre guillemets, loguées sur ton WordPress, quoi. Pas besoin de... Il faut que tu sois logué sur ton serveur. Oui, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec le login et le mot de passe que tu utilises pour ton WordPress, quoi. Enfin, Déjà, tu es connecté en SSH. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, T'es en direct avec la base de données et les fichiers, quoi. T'es direct en super admin, quoi, parce que tu peux même lancer des commandes multi-sites. Donc, t'as tous les pleins pouvoirs, quoi. Après, on peut se poser la question de est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que il faut le faire pas forcément ou pas, mettre dans toutes les mains, quoi. C'est-à-dire que le bidouilleur qui est armé de ça peut facilement mettre un site par terre, j'imagine. Ouais, puis tu peux très bien imaginer, pourquoi pas, si demain, tous ces scripts-là sont généralisés, que tu as une backdoor qui fait que la personne peut aller... Admettons que ton WordPress soit hyper bien verrouillé, quoi. Tu vois, bon. Et que tu as un moyen d'entrer sur le serveur et du coup de pouvoir lancer des commandes
ah ben là, tu t'imagines que même si ton WordPress il est super verrouillé, ben derrière, tu peux quand même faire des choses, quoi. Ouais. Après, enfin, quand tu es dans une logique de hacking, c'est soit pour faire. Enfin, ça va être rarement pour bousiller ton site, ça va être plutôt pour l'exploiter. Ouais, d'accord. Donc, les gens vont faire soit l'injection de script pour aller injecter du code et puis après faire du détournement de SEO, de l'injection de backlink ou des choses comme ça, de boutiques ou autre. Mais donc, du coup, enfin, l'intérêt, c'est pas forcément d'altérer la base de données, mais c'est vraiment d'aller pourrir ton site pour aller modifier le contenu, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que Bon, vous voyez c'est- d'autres choses à ajouter sur le sujet? Parce que là, ça fait une petite heure qu'on discute de WP CLI. J'ai vu, moi, en préparant ce podcast, que Kirsten avait été très prolifique. Elle a un tag WP CLI sur son blog perso avec, je pense, une dizaine d'articles, si mes souvenirs sont bons, appliqués à des problématiques liées au thème ou aux extensions, si je me souviens bien. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Par contre, c'est en anglais. Donc, Ah, voilà, c'est ça, oui. En même temps, si on est prêt à faire des lignes de commande. Oui. Et puis, voilà, c'est le code, c'est plus code que mots. Donc, Ouais, voilà. Mais je me dis, si la personne est bien motivée, elle se dit, j'ai pas peur des écrans noirs et des caractères blancs, c'est de toute façon écrit en anglais, les lignes de commande. Donc, je me dis, ils n'auront pas peur d'aller sur tout le site. Il y a un truc qu'on n'a pas précisé aussi tout à l'heure, c'est que comme ça reste de la ligne de commande, tu peux toujours mettre des points d'arrêt et poser des questions. Le script peut te poser des questions. C'est que quand tu vas lancer ton installation, par exemple, tu peux dire, bah voilà, donne-moi ton identifiant, on peut générer automatiquement un mot de passe. Donc il va te demander un certain nombre de données, quel est l'URL de ton site, quel est le nom de ton site, des choses comme ça. Et puis après, bon, tout ça, ce sont des variables et tu les utilises comme tu veux, quoi. D'accord. Oui, tu as un flag, c'est à 2 tirets avant, qui s'appelle prompt, P-R-O-M-P-T, qui attend la réponse. Comme en JavaScript, quoi, finalement. Ouais. Il y a une commande prompt aussi sur JavaScript. Voilà, et donc ça, après, Maxime au VPTech avait fait une démo avec Mac. Je crois qu'il lançait même son script vocalement, et puis le truc lui parlait et tout, pour lui dire, ah, j'installe le plugin. Wipi, je crois qu'il a un petit caractère qui s'appelait Wipi. Donc, Ouais, c'est peut-être bien de mettre dans le lien là-dessus. Ouais. C'est sympa. Ouais. Mais donc du coup voilà, et puis je crois que lui, ça allait même jusqu'à inscrire il avait une application de coffre-fort de mots de passe où je sais pas si c'était le truc natif de Mac ou pas là, mais qui allait Avec Alfred, je pense. Voilà, c'est ça, voilà. Mac, ouais. Oui. Ouais. Et qui du coup générait le mot de passe, et finalement toi tu savais même pas le mot de passe et il était directement rentré dans ton coffre-fort et hop, c'était fini, quoi. Ah, Donc, c'est cool ça. Ouais. Ah ouais, donc il y a même des automatisations qui sont possibles sur, on va dire, ta machine à toi, quoi, finalement. Ouais, parce que là, tout à l'heure, tu parlais de faire ça sur des serveurs distants, mais la plupart du temps, tu fais ça en local, soit sur ta machine, soit sur tes serveurs de développement, quoi. Donc, Tu as un script qu'on avait proposé Maxime dans son conf qui va faire un nouveau site WordPress avec tout le config, avec toutes les options, oui, enlevant les plugins Hello, Dolly, etc. Donc, et qu'on pourrait personnaliser avec des prompts aussi. Donc, pour une agence, par exemple, ça peut être très utile. Ouais, nous, c'est ce qu'on utilise. Le script, il fait 200 lignes, et dans les 200 lignes, tu as tout ton WordPress. En fait, ce qui est plus long, si on parle de l'installation WordPress en 5 minutes, donc l'installation classique, là, ça met
pas beaucoup plus que 5 minutes en fait, mais le plus long finalement, c'est plus les écritures machines, parce que tu vas aller récupérer une archive sur le repo, le ramener. Déjà, c'est pour peu que tu aies une ligne ADSL un peu poussive. Après, c'est plus ton PC finalement qui va être la limite. Toi, par exemple, sous les bons conseils de Grégoire, j'ai utilisé Local. Flywheel. Voilà, qui permet de faire du déploiement en fait d'environnement sur sa machine. Ah ben, je croyais que c'était que ça permettait de virtualiser un serveur sur ton local. Et en fait, voilà, ça virtualise en fait. Donc, tu peux créer différents environnements. À un moment donné, tu disais, tiens, voilà, je veux une configuration Nginx, telle version, avec telle version de base de données, etc. Enfin bon, voilà, tu peux créer tes différents packages. Et donc, du coup, le premier truc que j'ai fait, c'est aller taper dans le fichier script d'installation de WordPress pour essayer de le personnaliser. J'ai vite oublié parce que virtualisation sur Windows, aller chercher une vingtaine entre les thèmes, les plugins, etc. Le truc, il mettait une demi-heure à tourner. C'était l'enfer, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était la fausse bonne idée. Alors ça marche très bien tant que tu n'installes pas les plugins, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais mis le script sur mon GitHub. Il y a le script qui permet dans Local de faire un certain nombre d'actions. D'accord. Donc ça marche bien, Lokai de Flywheel. Moi j'utilise VVV et j'utilise qui s'appelle WP-Lib. Voilà, en fait, j'utilise Vagrant et une VirtualBox et qui permettent de virtualiser en fait des machines Linux, tout simplement, des serveurs. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que Local, c'est le même type de config, parce que tu as VirtualBox et je crois que c'est Vagrant aussi. Non, c'est Docker. Docker. Et juste à savoir, sur VVV, WP-CLI, c'est déjà installé. Oui, j'ai vu. C'est peut-être le cas sur d'autres aussi. WP-Lib aussi, c'est installé aussi, ouais. Ouais. Local aussi. Ouais, mais tous ces machins-là, finalement, je vois l'intérêt, effectivement, puisqu'en fait, ils vont créer des WordPress quelque part. Donc, effectivement, je vois l'intérêt d'utiliser WP-CLI pour personnaliser un certain nombre d'éléments, modifier éventuellement des constantes, tout ce dont vous avez parlé. Parce que le Local, par exemple, tu vois, il permet tu fais ta première installation de WordPress, et puis là, en fait, tu peux en faire un package. Donc en fait, tu peux créer une installation, donc tu te tapes tout ton truc à la papa, donc tu installes ton WordPress, tu installes tes extensions, machin, et puis tu dis, bah tiens, ça j'en suis content, et hop, tu peux le packager. Et la prochaine fois que tu vas créer un nouvel environnement, bah, hop, tu prends ce package-là, et en fait, il fait que le cloner. Donc c'est hyper rapide parce que c'est un fichier zip qui va réutiliser. Par contre, il a la version du moment où tu as fait ton package. Donc si comme l'air de rien, les extensions et WordPress vit un petit peu, quoi. Donc c'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, alors c'est pas insurmontable, tu as juste des updates à faire après dans le back-office, mais je trouve pas ça très clean, quoi. Ouais. D'accord. Par contre, Local, il y a un truc qui est hyper sympa, c'est la possibilité de pouvoir offrir d'exposer en fait ton serveur local à l'extérieur. Donc, il te donne une URL qui utilise, je sais plus quel service, j'ai plus ça en tête là, mais. Ouais. Ceci dit, moi je sais pas pour Local, mais pour WP-Lib, moi je fais un checkout du Git de WordPress à chaque fois que je lance la box, quoi. Donc du coup, j'ai tout le temps la dernière version de WordPress, enfin la trunk, quoi. Donc j'imagine que ça doit être possible aussi quand même, puisque ça utilise les mêmes technologies. Là, il faudrait lancer une commande en fait pour mettre à jour, c'est ça que tu veux dire ? Tu sais, pour ces trucs-là, VVV ou WP-Lib, tu fais Vagrant Up et puis ça te monte ta machine. Moi, ce que j'ai fait un SH qui fait, avant de faire le Vagrant Up, qui fait un checkout qui automatiquement va récupérer la dernière version de WordPress, quoi. Mais en fait, c'est sur VVV, en fait, dans le provision.sh, c'est WP-CLI. C'est des commandes WP-CLI. Donc, tu installes WP-CLI d'abord, et ensuite, tu utilises des commandes. Donc, en fait, c'est comme ça, il fait pour monter ton site. D'accord.
Ouais, c'est ngrok, je cherchais le nom tout à l'heure, ngrok.io. En fait, donc tu as ton site en local et en fait, tu peux donner une URL à une personne à l'extérieur de ton réseau. Mhm. Je parle de ton réseau Internet, en fait. Et tant que ta machine est allumée, ben, du coup, tu peux consulter le site qui est en local. Ah, c'est cool. Ça peut permettre de donner ton site à un client. Ou, Ah oui. Sinon, il y a Ah. TempCloud aussi qui fait des trucs comme ça. Qui fait des sites en live que tu peux, pour démontrer, tu peux utiliser pour démontrer le site ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, ça, c'est un environnement de staging, mais t'es en ligne du coup. Ouais. Ben là, donc, ça te permet de dire, voilà, sur mon site en développement, là, je sais pas, je fais une conf call avec le client, je lui envoie l'URL, on voit ça par téléphone ou par Skype ou je sais pas quoi, et tu regardes le site. Alors après, c'est toujours pareil, hein, ça passe par la DSL, ça va sur ta machine, donc t'es pas Ouais. dans un truc hyper rapide. Et puis une fois que la réunion est finie, tu désactives le service et hop, c'est fini, le client il n'accède plus, quoi. D'accord. Donc, On a un nombre maximum de requêtes, hein, tu sais, dans le service gratuit. ouais, Ils ont après, un web c'est pas socket, très cher ouais, hein, quand tu ouais. regardes. Voilà. Eh bien, eh bien. Bon. Ouais, bah on a fait un tour. Alors oui, dernière question, à qui ça s'adresse finalement, WPCLI? Oh, je dirais aux développeurs. Bah, Ouais. à quiconque, mais et c'est vraiment pas difficile. C'est juste il faut pas avoir peur. C'est déjà, je pense que dans le développement, on a besoin de la ligne de commande pour certaines choses. Il y a tout ce qui est Git, versioning, etc. Donc, pourquoi pas explorer un petit peu et puis essayer. Git, tu as des clients graphiques, je pense. Ouais, de mon Il y a expérience, c'est pas si Oui, c'est simple vrai, que c'est ça vrai. de. T'as même, ligne de maintenant, tu as commande. Atom. Vous avez, moi j'ai testé Ouais. Atom, là, ça marche plutôt pas mal. Oui, oui, c'est vrai. Donc, tu as des trucs un peu graphiques. D'ailleurs, alors, par contre, moi, je suis toujours étonné, effectivement, quand je vois des gens qui utilisent des softs comme Tortoise, ou, enfin, justement, c'est le soft, je crois, qui doit être sur Windows. Je suis toujours étonné. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce. Ah oui, c'est pour Git, d'accord. Mais alors que moi, parce que moi, je travaille qu'en ligne de commande avec Git, effectivement. Donc, mais c'est vrai que. Ça dépend de ta machine. En fait, quand j'avais commencé à vraiment utiliser la ligne de commande, c'est que j'avais une vieille machine, que chaque fois je montais un truc, ça ramait, etc. Donc, j'ai fini par tout faire en ligne de commande. Parce que j'ai augmenté la mémoire de la machine. Mais... Oui, parce que. Mais je sais que j'enseigne Git maintenant depuis, même pour les modules assez simples où on fait que du HTML, CSS. Et pour ceux qui passent après en PHP, je sens que la ligne de commande, c'est pas fait pour tout le monde. Et en plus, finalement, l'interface, moi, j'en suis un peu revenu. Moi, la ligne de commande me fait pas peur, mais je trouve que finalement, en tout cas pour moi, je vais beaucoup plus vite quand il y a une interface, quand j'ai des choses assez fines à régler au niveau de ce que je veux committer ou pas. Voilà. Après, tu as toujours le risque d'erreur. Toujours, Ouais. par la ligne de commande, tu n'es pas à l'abri de faire une commande un peu erronée. Et puis, Oui. alors que par une interface, bon, ben, tu cliques sur des boutons et finalement, ça t'empêchera pas de faire de grosses conneries, mais disons que ça limite un peu, quoi. Puis tu peux facilement isoler des lignes ou ignorer carrément des lignes. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est marrant. Non, mais je pense qu'il y a des raisons pour les deux. Oui. Et on a besoin de faire quelque chose rapidement. Moi, j'ai l'occasion d'utiliser les deux. Des fois, j'ai besoin d'une interface graphique. Des fois, je sais ce que je fais et qu'il n'y a pas de doute. Et je lance en ligne de commande. C'est plus rapide. J'utilise Tower sur le Mac, qui est très bonne. Cette appli. Après, je pense que c'est comme la mécanique. Hein, c'est que un bon mécanicien, c'est quand un mec tu sais, qui a mis les mains dedans, qui a su démonter un moteur et qui a su aller bidouiller des trucs. C'est pas un mec qui s'est branché une valise et aller te faire un diagnostic. Tu vois. Enfin, donc, je pense que passer par la ligne de commande à un moment donné, bon, là, j'en parle pour des profils type développeur, mais c'est qu'après derrière, bon, quand tu vas utiliser un outil, tu as quand même tout un jargon
qui est complètement opaque. Ouais. Alors que quand tu l'as manipulé par la ligne de commande, bon, bah, tu sais à quoi ça correspond, quoi. Aussi, si tu es sur un serveur Linux en sysadmin, tu n'as pas des outils, des GUI, des interfaces jolies, etc. C'est par la ligne de commande et voilà. Ouais, mais Kirsten, l'administrateur serveur, c'est un autre métier. C'est vrai, c'est notre métier. J'en ai fait, je pensais que ça Ça peut suffisait de toucher maîtriser au la ligne de nôtre. commande, mais non. Moi aussi, j'en ai fait il y a longtemps. Et c'est vrai que quand tu démarres, t'en chies, quoi. Parce que forcément, la base de données, t'arrives pas à t'y connecter. Il y a toujours un truc que tu merdes dans le paramétrage. Le serveur, il se lance pas. Enfin bon, il y a toujours des trucs. Puis c'est les dépendances par rapport à ta version de Linux qu'il faut retrouver. Enfin, toi, Heureusement, il y a Internet. Ouais. Et Internet, bah, tu trouves en général, quand tu tapes l'erreur, tu arrives à retrouver finalement Pas ton toujours, chemin. non. Ouais, bah, la plupart du temps, parce que les conneries qu'on fait, les autres les ont fait avant nous, quoi. Ouais, c'est un métier. On est nombreux à faire les conneries. Bah, il faut se tromper pour y arriver, hein, c'est sûr. Si tu fais tout, ça t'apprend rien sinon. Ouais. Ok. Donc plus des gens qui sont prêts à mettre les mains dans le cambouis pour WPSI, CLI malgré tout, et pas forcément le débutant WordPress, quoi. Hein, ça c'est sûr. Ou celui qui veut une interface. Enfin, moi, je pourrais citer Chris Coyer, qui est quand même une grosse bête de code et qui supporte mal, qui va plutôt privilégier l'interface plutôt que la ligne de commande. Et je rejoins un peu ce public-là. D'accord. Après, je pense que ça s'adresse à des profils type développeur parce que c'est dans la ligne de commande, donc tu es quand même un profil plus orienté code et tout ça. Mais surtout, ça s'adresse aux gens qui veulent industrialiser un certain nombre de tâches, quoi. C'est ça. C'est plutôt ça, Voilà. ouais, je vois. Donc, à un moment donné, tu peux dire, voilà, même si je suis pas développeur, peut-être que ça peut être intéressant à un moment donné de regarder à minima, je vais pas forcément faire du déploiement continu, du Capistrano ou j'en sais rien. Et dire, voilà, installer un WordPress, bon, ben voilà, un freelance qui est pas forcément une bête de code, va dire, voilà, ben finalement, en allant voir 2-3 scripts à droite à gauche, ou en ayant fait une mini formation, ben voilà, je suis capable d'avoir un petit truc en local, j'ai réussi à l'installer, je clique et hop, j'ai un WordPress tout neuf d'installer, quoi. Ouais. Et finalement, on peut dire que installer un WordPress, on va dire qu'en 1 heure, c'est fait, installer ton cœur, installer tes plugins, tes machins, tout ça. Là, en 5 minutes, c'est torché, quoi. Donc, tu sais, Flywheel le permet puisque tu fais du templating et du coup de site avec ta config toute nickel et que tu peux dupliquer à l'infini. Donc ça peut être une bonne alternative. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu as un environnement à un instant T. Donc après, quand il faut repackager éventuellement ta config de base. Oui, c'est ça que disait Thierry tout à l'heure, c'est qu'effectivement, tu vas le faire sur 4.7 et dans 2 mois, c'est 4.8. Enfin, voilà. Bah, tu mets à jour ton template, c'est tout. C'est pas. Ouais, enfin bon. Là, t'as même pas besoin de le faire, si je comprends bien. Ouais. Il prend la dernière version, quoi qu'il arrive. La dernière version et tu fais quoi en script, quoi. Je suis plutôt partisan des scripts, mais parfois il y a un piège. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps à penser à caler son script que finalement à faire des petites tâches qui ne sont pas si preneuses de temps. Ça. Non, mais après, c'est la première fois, oui. Et deuxième fois, un petit peu moins. Et troisième fois, ainsi de suite. Donc, je pense déjà c'est jamais pour quelque chose qu'on ne fait pas un script pour quelque chose qu'on va faire une seule et unique fois. Ouais. Je suis d'accord. À moins qu'on a accès à la quand même. Ouais. Mais ça peut être ça aussi, peut-être on a une connexion au serveur et rien d'autre. Je ne sais pas dont. Ouais. Ça reste quand même un public un peu professionnel. C'est pas le mec qui fait son blog perso, quoi. C'est le mec qui a 3 ou 4 sites à gérer et qui a besoin d'automatiser un peu son processus, quoi. Mais c'est pas... Après, si on part du principe que ça s'adresse un peu à des développeurs, il y a quand même quelque chose d'assez récurrent chez des développeurs, c'est le côté, à un moment donné, quand tu as un côté challenge un peu, et que des fois, le mec, il va y passer 2 jours sur son putain de script, il va peut-être utiliser 3 fois, mais il aura la satisfaction d'être arrivé au bout et dire, bah voilà, j'ai passé 2 jours pour en faire un truc qui va arriver dans cette commande en 2 minutes. Ouais, mais... je vois ce à quoi tu fais. Et puis de faire son propre script WPSLI pour son plugin, c'est sympa quand même.
Ah c'est ouais, de c'est pouvoir sûr. dire aux autres utilisateurs WPCLI, alors Ouais. maintenant tu peux faire une commande WPCLI avec mon plugin. Ah Donc ouais, Voilà. et ça, ça, c'est pas mal J'arrive à aussi. bosser ça toute fait la nuit. toute la moi. différence. Et après, bah, nous, on l'utilise donc en mode agence quand tu crées des environnements. Et après, Ça, je suis sur d'accord. sur la partie support et maintenance, où là, ça permet quand même d'aller profiler, faire un audit de site ou des choses comme ça, voilà, et récupérer des infos ou maintenir des parcs de sites. Quand tu as 2-3 sites, une dizaine, bon, bah, tu peux faire ça un peu à la main. Après, bon, tu peux prendre des managed WP ou des choses comme ça, mais des fois, tu as besoin d'avoir tes propres outils, quoi. D'accord. Ok, ben en tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages, Thierry, enfin Kirsten et Thierry. Donc Maxime a brillé par son absence. Il est malheureusement coincé en fait sur un télésiège. Et il attend d'être secouru. Il nous a appelé tout à l'heure. Il va le payer en litres de bière. Ouais. Donc on aurait bien aimé l'avoir avec nous, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci Kirsten. Ouais, merci, Kirsten. Plaisir. Donc c'est moi qui fais la conclusion du coup, ou c'est toi Allez, vas-y. Non, mais moi j'aime bien quand c'est Grégoire qui l'a fait. En fait, c'est un peu notre, on va dire, nos habitudes. C'est Grégoire qui fait les conclusions. Moi, je veux juste dire que je donne rendez-vous à tout le monde le 15 septembre à Marseille. Oui. Exact. Voilà, on pourra parler de ça et d'autres choses pour ceux que ça intéresse. Confronter nos scripts et faire des battles de CLI. Qui c'est qui a le plus gros script? Voilà. Non, le plus petit, justement. C'est Ah, les plus petits. Ah bon, c'est inverse. le D'accord. plus petit et efficace. Non, ce qui serait intéressant, je pense, c'est outre l'installation qui me paraît pas accessible à tous, mais si à un moment il pouvait se développer comme ça un site qui permettrait de récupérer des mini bouts de script avec quelques exemples, ça, à mon avis, ça peut intéresser pas mal de monde. D'accord. Il y a tout dans la doc. Hein. Là, sur la doc, alors c'est vrai que c'est en anglais. Après, je ne sais pas si on peut la traduire sur développeur. Là, On peut une partie est traduite. Ouais, mais je ne sais pas si on a la main sur la traduction en fait. Mais tout est dans la doc. Daniel Huber, il est très. On peut le contacter assez facilement pour ceux qui s'intéressent et je pense que ça serait avec grand plaisir que ça sera traduit. Je pense que c'est fait avec GitHub Pages, si je me souviens bien. Donc, voilà. Donc voilà, donc après, franchement, tout est hyper bien détaillé sur la documentation. Il y a toutes les fonctions quasiment à jour, il y a tous les arguments qu'on peut y passer, et puis alors, il n'y a pas forcément des exemples pour tous les arguments, mais donc il y a quand même pas mal de choses. En tout cas, pour commencer à mettre les mains dedans, c'est le bon endroit où commencer. D'accord. Bon, ben alors on va souhaiter des bonnes vacances Bonnes à tout le monde. vacances Alors. à tous ceux qui vont partir en vacances. Prenez votre mal en patience si vous êtes sur la route, parce que c'est le week-end noir là. C'est le samedi noir. Faites attention à vous. Ouais, faites des pauses, écoutez Very French Trip pendant vos pauses. Voilà. Attendez 2 heures avant de vous baigner Voilà. si vous avez mangé. Et puis bah on se retrouve à la rentrée alors du coup. Bah ouais, en septembre. Ouais. Ciao. Allez, Bye bye. bisous les gens. Ciao. Au revoir. Merci Kirsten. Merci Kirsten. Merci.